Oui, alors, je vous souhaite la bienvenue à cette première table ronde du colloque Adobe Privacy, dont le titre est le suivant. Vous l'avez bien sûr dans le programme, il n'a pas changé depuis. L'intensité du travail émotionnel des adolescents pour protéger leur vie privée. Alors, si je reprends les mots introductifs que vous trouvez aussi dans le programme, eh bien, il est une évidence, on l'a déjà évoqué là, depuis le début de ce colloque, que les adolescents et les jeunes adultes utilisent massivement les plateformes sociales. Je dirais pas seulement les adolescents et les jeunes adultes, mais en fait tout le monde. Ce que je rappelle parfois aux étudiants, c'est que voilà, c'est quand même la génération aujourd'hui quarantenaire, cinquantenaire, qui a mis en place ces technologies-là, qui les a inventées, qui les gère. Donc, ça ne plaît pas toujours aux étudiants quand je parle comme ça, mais en fait, c'est important de le rappeler. Aussi, je sors tout juste d'un terrain que j'ai mené dans des communautés un peu particulières en Allemagne et qui sont peuplées particulièrement de personnes entre 70 et 80 ans. Et j'ai découvert à cette occasion que également les seniors sont massivement connectés. Donc, en fait, c'est pas l'apanage des très jeunes de fréquenter les réseaux sociaux, mais évidemment, comme vous l'avez rappelé depuis le début de ce colloque, c'est la protection de la vie privée de ces personnes très jeunes qui posent des enjeux particuliers et qui sont au cœur du colloque Adobe Privacy. Alors, c'est vrai que quand je pose la question aux étudiants de combien de temps ils passent en ligne, il n'est pas rare que certains évoquent des temps de connexion entre 5 voire 10 heures. Ce pas des connexions en continu, mais enfin, c'est vraiment une fréquentation très, très régulière et dont ils prennent conscience lorsqu'on les amène à installer des petits capteurs du temps passé. Voilà. Et voilà. Alors, il est évident que certaines de ces pratiques sont porteuses de risques. Donc, le ministère de l'Éducation nationale, vous le savez, tous évidemment, s'est notamment saisi de l'enjeu du harcèlement et du cyberharcèlement tout récemment. Or, si Adobe Privacy a d'une part cerné la conception parfois problématique que les adolescents ont de la vie privée, il a aussi mis en évidence un arsenal de tactiques que les adolescents mettent en œuvre pour protéger la vie privée. Et en fait, c'est de ça qu'on va parler, entre autres, lors de cette table ronde. Et la focalisation des enseignants et des directeurs d'établissement, des instances sur les risques du dévoilement et du cyberharcèlement donne le sentiment aux jeunes consultés que certains pans de leur expérience numérique ne sont pas assez pris en compte. Alors, les participants à cette table ronde vont nous présenter les résultats des enquêtes auprès des jeunes et adultes. Et ces résultats vont nous permettre d'appréhender les pratiques et le travail émotionnel engagé dans toute leur complexité. Alors, si vous êtes d'accord, je vais donc vous passer la parole à tour de rôle pour que vous puissiez en quelques minutes présenter ces enjeux. Et puis, nous allons engager un échange entre vous et avec le public. Alors, je vais commencer avec une intervention, à passer la parole à Sophie Joël, qui est la coordinatrice du projet Adobe Privacy et qui va commencer avec une présentation générale de ce projet. Alors, juste 2 mots sur Sophie, même si je pense que dans la salle, tout le monde la connaît déjà bien. Alors, Sophie, tu es professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8, chercheuse au CEMTI et au Charisme. Tu as mené de nombreuses recherches sur les pratiques médiatiques des jeunes et les capacités d'autonomie des adolescents face aux dispositifs numériques. Recherche que tu présentes, entre autres, dans ton ouvrage récent intitulé « L'adolescence au cœur de l'économie numérique, travail émotionnel et risques sociaux » aux éditions de l'INA, qui est paru en 2022 et que je vous recommande très chaleureusement. Voilà, je te laisse la parole, Sophie, pour ces propos introductifs. Je te remercie beaucoup, Alexandra, pour
pour être présente, pour manifester aussi l'intérêt de notre laboratoire, le CEMTI, pour ce projet de recherche et pour justement la dimension que je vais exposer, qui est à la fois un projet de recherche-action, de recherche-action et de recherche-création. Alors, je vais commencer par rappeler pourquoi nous nous sommes engagés si nombreux sur ce projet de recherche, comment nous avons envisagé de travailler sur ce sujet, et puis cette table ronde, première table ronde, veut mettre l'accent sur ce qui m'apparaît comme étant le premier résultat, le résultat le plus important en fait, en tout cas celui qui pourrait peut-être changer un tout petit peu la manière d'aborder la privacy dans les contextes éducatifs, c'est l'intensité du travail émotionnel des adolescents pour protéger leur vie privée. Alors pourquoi ce projet? Pour plusieurs raisons en fait. C'est à la fois parce que comme voilà, tout le monde l'a constaté, les adolescents sont extrêmement présents, donc ils ne sont pas les seuls, nous rappelait Alexandra, elle a raison, mais on a quand même, et c'est là aussi rien d'étonnant, cela fait plus de 15 ans que l'on explique aux jeunes que l'avenir c'est le numérique, donc on a 90, selon l'INSEE, 98% des 12-17 ans qui sont sur Internet, et d'après l'observatoire que je mène avec les CEMIA et avec Jean-Marc Meunier sur les pratiques numériques en Normandie, qui nous permet de récolter des données sur plusieurs milliers de jeunes entre 15 et 16 ans, on peut considérer qu'au moins 7 adolescents de cet âge-là sur 10 sont présents sur les réseaux sociaux. Pardon, est-ce que je peux baisser ça ? Pardon, oui, merci. Que 7 adolescents sur 10 sont alors, 7 adolescents sur 10 sont sur les réseaux sociaux, ça c'est sur les 12-17 ans, mais sur la tranche des 15-16 ans, on a au moins 8 adolescents sur 10 qui sont présents sur au moins 4 réseaux sociaux numériques. Et ça, c'est sans compter toutes les autres plateformes, c'est-à-dire auxquelles on fait moins attention dans les sphères politiques, je ne sais pas pourquoi, que ce soit les plateformes commerciales, que ce soit les plateformes de jeux, bien sûr, parce que bien souvent, nous sommes rendus compte que quand les parents disent « Oh non, les réseaux sociaux, c'est pas bien », eh bien, forcément, ils vont autoriser les jeunes à aller sur d'autres plateformes qui présentent, on va dire, les mêmes caractéristiques, voire les mêmes risques. Le deuxième raison, c'est l'inquiétude des adultes. Donc, l'inquiétude des adultes, elle est très vive quant au dévoilement de la vie privée des jeunes, c'est-à-dire en ayant tendance à placer tout de suite la responsabilité sur les jeunes en disant c'est les jeunes qui vont exposer leur vie privée, en oubliant que, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est les entreprises numériques qui incitent au dévoilement de la vie privée avant tout. Et d'autre part, cette inquiétude est associée à une représentation qui nous est apparue, enfin nous le pensions, mais ça nous est apparu encore plus clairement, comme tout à fait fausse, d'une jeunesse désinvolte, narcissique, inconsciente. Et moi, en tant qu'enseignante-chercheur à l'université, ce qui me frappe, c'est que cette représentation très négative des jeunes, des adolescents, eh bien, je l'entends aussi dans la bouche des étudiants. C'est-à-dire que c'est tellement puissant, ce stéréotype est tellement puissant, il doit arranger beaucoup de gens, que même les étudiants sont persuadés que les adolescents sont inconscients, etc., que eux-mêmes font n'importe quoi. Et d'où l'importance de prendre un temps de réflexion sur, mais non, tout ce que nous faisons et ce que vous faites pour protéger votre vie privée, c'est ça qui est important, même si le résultat n'est pas forcément... voilà. Mais il s'agit bien ensuite de 2 droits fondamentaux. Donc moi, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et de plaisir à la fois les exposés d'Éric Delemare et d'Hilaria Piron, rappelant l'importance politique de la vie privée. Il n'y a
a pas de démocratie sans respect de la vie privée. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a deux droits fondamentaux. Éric Delemare en citait d'autres, mais je mettrai l'accent sur la vie privée et les droits culturels des adolescents. Et l'une des préconisations que nous avons, c'est essayons de penser ensemble le droit à l'expression, le droit à la publication, donc, et le droit à la vie privée. Le contexte, c'est le contexte du capitalisme numérique. J'irai très vite. Tout le monde l'a compris, mais ensuite, entre le comprendre et l'admettre, c'est peut-être autre chose. Le comprendre, nous sommes dans une économie qui est alimentée au plus haut niveau, c'est-à-dire les plus grandes entreprises. Les GAFAM, aujourd'hui, la valorisation boursière des GAFAM représente à peu près 3 fois le PIB de la France, c'est pour dire un petit peu des ordres de grandeur, et leur valorisation financière vient de l'exploitation des données personnelles. Donc nous sommes tout de suite compris dans la contradiction. Et contradiction supplémentaire, contrairement aux promesses des politiques publiques qui depuis 20 ans, voire plus, nous promettent une plus grande égalité grâce au numérique et aussi une plus grande croissance, nous constatons que, bon, du côté de la croissance, il va falloir en rebattre, mais peut-être pour d'autres raisons aussi, mais surtout un renforcement, et ça fait 20 ans que des chercheurs comme Esther Argitay l'ont dit, renforcement des inégalités numériques par des inégalités sociales par la numérisation de nos vies sociales. Le rôle de l'éducation est au cœur aussi de ce projet. Non pas que nous pensions que l'éducation peut tout, c'est même très important, voilà, que nous disions que l'éducation ne peut pas tout et que donc les jeunes ne peuvent pas tout non plus. Mais en même temps, l'éducation, c'est aussi un moyen, moi je reprends cette thèse à celle de la privacy by using, telle qu'elle a été interprétée par Raleigh, Rochlandé et Zolinsky, c'est l'idée que la vie privée, elle dépend de processus d'apprentissage qui peuvent faire émerger de nouvelles normes et de nouvelles régulations. Et c'est justement ce à quoi je crois, c'est-à-dire en étant au plus près de la manière dont se comportent notamment les adolescents, mais aussi d'autres usagers, comprendre quel type de régulation on pourrait davantage pousser. Enfin, il y a une actualité juridique dont le défenseur des enfants a parlé rapidement, parlant très peu du DSA, d'ailleurs, je suis étonnée, qui était censé pourtant être entré en vigueur à grand bruit le 25 août. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous étiez peut-être à la plage, mais le 25 août, Thierry Breton agitait beaucoup tous les médias en disant que maintenant c'était fini, l'Internet allait être régulé, et notamment au cœur de la régulation, c'était aussi la protection des mineurs. Nos hypothèses de recherche, c'est à la fois, nous avions 4 hypothèses de base. D'une part, nous pensons que la faible connaissance du droit numérique, et là, j'étais contente aussi que Ilaria Piron mette l'accent sur le rapport entre le droit, la loi, c'est-à-dire la loi peut émanciper à condition qu'elle soit connue, à condition qu'elle soit accessible aussi, qu'elle soit compréhensible, c'est pas toujours le cas, et notamment en matière de données personnelles et de protection de la vie privée, mais que donc la faible connaissance du droit numérique et des droits des mineurs favorise la vulnérabilité aux techniques prédatrices des grandes entreprises numériques et au développement des violences numériques. Deuxièmement, notre hypothèse, les 4 hypothèses ont été confirmées par le projet. La transmission des principes juridiques est difficile pour les enseignants. Les inégalités sociales, j'en ai parlé tout à l'heure, sont aggravées par le numérique. Et enfin, ce qui fait aussi l'originalité de notre projet, c'est d'avoir associé cette recherche à une dimension pédagogique et en rappelant l'intérêt et en prenant au sérieux les thèses de Douy, mais aussi de Nussbaum ou aussi de Laurence Crauroy, en un sens, mettant l'accent sur les pédagogies par l'enquête, par le débat et par la création. Notre projet est donc un projet ambitieux, puisqu'il articule à la fois une recherche compréhensive sur les usages des adolescents,
une recherche-action avec les enseignants, puisque nous avons co-créé à la fois ensemble, entre enseignants-chercheurs. C'est rare d'ailleurs d'arriver à ce degré de coopération. Moi, je suis très reconnaissante à mes collègues de cela. Et donc, création de scénarios pédagogiques et création d'espaces pouvant favoriser la réflexivité des adolescents. Et enfin, ça a été souligné déjà un petit peu, mais le protocole que nous avons mis en place est assez original, puisque nous avons parié sur la possibilité de réaliser dès le collège une initiation à la recherche par l'enquête et la création. Donc ça a été possible grâce à une enquête, une équipe, c'est que je ne vois pas une équipe pluridisciplinaire, pluriterritoriale et pluriprofessionnelle aussi. Même si on aurait pu le développer davantage, et j'espère que nous poursuivrons dans ce sens-là. Une équipe pluridisciplinaire, la grande majorité de l'équipe est en sciences de l'information et de la communication, mais nous avons aussi pu travailler avec des collègues en psychologie cognitive, plusieurs collègues juristes, et puis une association de professionnels des données personnelles qui s'intéressent à la sensibilisation aux données personnelles, qui est Privacitech. Donc nous avons pu travailler ensemble à 16 chercheurs répartis sur 7 laboratoires, 4 régions de France, et ce projet n'a été possible que grâce à la participation d'enseignants partenaires soutenus par le CLEMI. Les étapes de la recherche, nous avons fait des enquêtes qualitatives auprès des jeunes, des enquêtes auprès d'adultes, je vais y revenir, et puis nous avons développé des démarches de sensibilisation à l'intérieur des classes, en travaillant à l'identification de situations de conflit éthique. Le travail est ouvert pour ceux qui ont envie de continuer et de poursuivre. L'identification de ces situations sont très bienvenues. Nous avons commencé à rédiger 13 micro-fictions. Et puis co-construction de scénarios, comme je le disais, enquête réalisée par les adolescents et création par les jeunes d'un contenu original. Les entretiens avec les jeunes, nous avons pu en réaliser 38 focus group, avec des jeunes entre 12 et 22 ans. Bon, l'essentiel est entre, je dirais, 13 et 18 ans plutôt, mais on avait quelques jeunes très vulnérables qui avaient plus de 18 ans, et nous avons trouvé ça intéressant de pouvoir en parler avec eux. Et puis des entretiens semi-directifs aussi avec les adultes. Nous avons pu rencontrer donc 30 adultes, souvent des entretiens individuels. Ce sont des enseignants, des éducateurs, mais un tiers de cet échantillon est constitué de personnel de direction, ce qui est très important sur ces questions, puisque vie privée, vous avez déjà entendu parler, harcèlement, cyberharcèlement, et donc les directeurs, les principaux de collège sont intéressés. Nous avons choisi un échantillon d'établissements, si vous voulez. Là, ce sont les caractéristiques sociales plutôt des établissements qui sont ici représentés. Donc, vous voyez, on a essayé d'équilibrer, parce que les inégalités sociales et les inégalités numériques ne peuvent se comprendre que par comparaison. Donc, c'est très important d'avoir à la fois des établissements qui recrutent dans des milieux favorisés. Donc, vous voyez, c'est à peu près un tiers, et des établissements qui recrutent auprès de populations appartenant aux classes populaires, voire socialement vulnérables. Alors, socialement vulnérables, c'était essentiellement des filières SECPA ou des CAP. Nous avons donc pu rencontrer 197 jeunes, et ça uniquement, je parle uniquement de la phase d'entretien. Nous avons rencontré beaucoup plus de jeunes ensuite dans les classes, et d'ailleurs nous avons encore une partie du matériau qui reste à analyser. Donc voilà, nous avons pu faire 18 séances avec les microfictions. Oui, pardon, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, s'il y a des petits problèmes. Oui, ça va. Voilà, des enquêtes création dans 7 classes, et nous avons accompagné, mais ce sera présenté dans d'autres tables rondes. Voilà. Donc, je vais finir là-dessus.
Ce qui est important, c'est de prendre la mesure des dilemmes des adolescents sur les plateformes. Non, les adolescents ne sont pas seulement, ils sont narcissiques comme tout le monde, hein, parce que nous sommes dans une société très narcissique. Donc oui, forcément, nous les avons socialisés à cela. Mais ils sont surtout au cœur de dilemmes qui sont extrêmement difficiles à surmonter, avec des plateformes qui incitent au partage extensif, qui ne savent pas quelle gamification inventer pour que les jeunes soient davantage propices et enclins à publier leurs photos et à partager leur intimité. Donc ils sont mis comme ça au travail et ils sont mis aussi dans des positions qui sont très adultisées. Ce que nous souhaitons aujourd'hui partager dans cette table ronde, c'est la notion de travail émotionnel. C'est-à-dire, j'ai repris cette notion-là qui me paraît extrêmement éclairante à une sociologue du travail, Harley Hochschild, qui parle de la capacité de l'être humain, mais surtout de certaines situations professionnelles qui exigent cette capacité-là à maintenir un écart entre les émotions ressenties, les émotions affichées, en fonction d'un certain nombre de règles de sentiment. Donc le travail émotionnel, c'est le fait de mettre l'accent sur la position de contrôle permanent. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas lâcher le contrôle à un moment, hein, mais le contrôle des réactions qu'on peut avoir, que les jeunes usagers vont avoir pour liker, ne pas liker, partager, ne pas partager, publier, ne pas publier, et qui sont particulièrement difficiles quand ils ressentent des mouvements intérieurs forts qui sont liés à des relations d'amitié, qui sont reliés au contenu des images qu'ils ressentent, etc. Voilà, je m'arrêterai là et donc je vais céder la parole à mes collègues qui vont présenter donc le contenu des résultats. Merci pour cette présentation de cet énorme chantier que vous avez engagé là pendant plusieurs années finalement. Ouais. Et en fait, oui. Je crois que Valentine Favel-Capoyan et Nicole Boubé vont nous parler maintenant plus précisément des jeunes et de leurs tactiques pour protéger leur vie privée, justement. Tu avais déjà fait la transition. Et de leur conception de l'identité et du moi émotionnel. Ce qui m'a beaucoup intéressée dans ce que tu as présenté, c'est entre autres cette contradiction entre le droit à l'expression et qui doit être préservé et le droit à la vie privée. Et comme ça rentre justement en contradiction sur les plateformes sociales, il me semble, parce qu'il y a à la fois cette identité qu'on déclare et puis cette identité qui est calculée et sur laquelle on a très peu de maîtrise. Autant on peut former à la maîtrise de l'identité déclarée, me semble-t-il, et on peut sensibiliser à ces enjeux-là, autant pour l'identité calculée, c'est beaucoup plus compliqué. Ça m'intéresse énormément, mais on aura tout à l'heure un temps d'échange possible. Alors, Valentine, c'est Nicole qui va continuer, mais en fait, je vous non, c'est Valentine. Ouais, peu importe, je vous présente toutes les deux et puis je vous laisse vous débrouiller. Voilà. Alors, Valentine Favel-Capoyan enseigne à l'INSPE et à l'Université Lyon 1 et elle est membre associée au laboratoire Helico. Et ses enseignements et recherches portent sur l'éducation aux médias et à l'information, les pratiques informationnelles et la littératie numérique. Et Nicole Boubé, qui est tout à fait présente à l'écran, elle est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'INSPE de Toulouse et membre du LERAS. Et ses travaux actuels portent sur le rapport entre l'évolution de ces pratiques médiatiques des jeunes et celle des industries numériques. On est donc au cœur du sujet. Et je vous laisse la parole. Merci. Alors, on va effectivement parler, Nicole et moi, de différentes techniques déployées par les jeunes pour se protéger et donc du coup la perception qu'ils ont de cette vie privée. La première question qu'on peut se poser, c'est effectivement de quoi ont-ils besoin, en tout cas, de se protéger? Pourquoi ils sentent ce besoin-là? Alors,
Ils veulent se protéger principalement des inconnus, des personnes mal intentionnées ou curieuses qui souhaiteraient voir leur contenu posté en privé. Ils choisissent des paramétrages qu'ils pensent efficaces pour éviter les intrusions ou diffusions des contenus. Ils déclarent aussi se protéger de la curiosité de leurs proches, parents et familles, voire familles éloignées pour le cas des adolescents récemment arrivés en France. Les principales techniques de protection déployées tentent donc de limiter l'audience et la dissémination des contenus. Ils ont aussi très peur des escroqueries et des usurpations de comptes. Pour se prémunir de ces risques, par contre, voilà, usurpation des comptes et escroqueries, ils ont peu de techniques, peu de moyens de protection. Donc effectivement, voilà, se protéger des inconnus, des curieux, des parents, peu des plateformes. J'ai mis aussi discours sur les lesbiennes assimilées parce que quand on leur demande est-ce qu'ils se protègent, ils disent oui d'entrée de jeu, c'est-à-dire ils ressortent indirectement le discours attendu. Oui, je fais très attention. Voilà, on sent que ce discours-là est bien passé. Alors, concrètement, comment font-ils? C'est quoi l'arsenal? Le premier, c'est de limiter les publications. Ça veut dire quoi? Un certain nombre d'adolescents qui déclarent lire, regarder, mais très peu poster. Et sans forcément d'ailleurs prendre conscience des autres types d'interactions, du style les likes, reposter des contenus, etc. Donc la première défense, c'est de dire moi je ne fais rien en gros. Voilà. On voit aussi beaucoup d'adolescents qui réfrènent leur pulsion, c'est-à-dire leur envie de participer, par exemple, à un débat ou de poster des choses qui leur tiennent à cœur, qui sont vraiment des choses qu'ils ont envie de partager, non pas pour le coup de l'injonction, un besoin de s'exprimer, avec là, voilà, une attention très particulière à ça. Autre technique la plus répandue, c'est effectivement la limitation des publications visuelles, quelles qu'elles soient. Alors tout ce qui va considérer comme très intime, on en reviendra, mais sur entre autres la notion, tout ce qui est l'intime, enfin consensus sur la question de l'intimité, c'est concernant la famille par exemple, ou l'intérieur des maisons, voilà, donc des choses qu'on ne publie pas parce qu'on considère, voilà, donc ça c'est acquis, mais il y a une grande attention aussi qui est postée sur la question des photos et entre autres de leur image à eux. Voilà. Par exemple, on a Stanislas qui nous dit « Moi, sur Instagram, je poste des photos que je prends, jamais les photos de ma tête, parfois de moi, mais de dos, mais jamais des photos de ma tête. » Voilà. Donc, typiquement, une grande attention à ça. Il y a une attention particulière qui est faite sur la question de la photo de profil. Ça veut dire que la photo de profil, c'est un jeu subtil puisqu'il faut être reconnu, identifié par les gens qui vous connaissent et en même temps, il faut se cacher à des inconnus. Donc, du coup, il y a tout un travail sur la photo de profil. Par exemple, Jules nous dit « Je lis un journal sur ma photo de profil, donc je me cache un peu. » Voilà. Ils font aussi, évidemment, quand je dis limitation des publications visuelles, il y a aussi une grande attention, mais ça, je pense qu'on y reviendra dessus, sur la question de poster des photos de leurs amis, de leurs proches. Et en tout cas, voilà, il y a une technique qui par rapport à ça, qui est celle du consensus simultané. Ça veut dire qu'au moment de poster, on est entre amis, on va pour poster une photo et en fait, on prend la photo en commun et ensemble, les différentes personnes présentes donnent leur accord pour que cette photo soit validée avant publication. Donc on est sur une validation commune. Ça veut bien dire qu'il y a conscience quand même que cette publication peut être pas forcément acceptée. Alors, ça, donc la première des techniques, c'est celle de en fait, la limitation des publications et surtout des publications visuelles. Une autre technique, c'est la multiplication des profils. On voit qu'il y a des vraies stratégies en fait, une vraie stratégie, ce qu'on a un peu appelé la gestion de l'identité numérique. Ça veut dire qu'en fonction des contextes, en fonction des besoins, en fonction des groupes, en fonction des plateformes, on a plusieurs comptes, des comptes ouverts, fermés, etc. et qu'ils sont capables d'exprimer cette stratégie. C'est pas, voilà, elle est vraiment construite en fonction effectivement des différentes sociabilités. Par exemple, on a Baptiste qui nous dit « J'ai un compte normal, on va dire, avec tous les gens, enfin les gens du lycée, ma classe qui m'ajoutent. Et après, j'ai un compte privé, du coup. Je partage un peu ma semi-vie privée. » On va dire ça comme ça. Il y a beaucoup d'abonnés, mais c'est vraiment mon cercle d'amis très proche qui vont voir des photos que je poste normalement ou des vidéos.
Donc on voit bien que voilà, il y a différents degrés en fait de publication et d'ouverture sur l'intime en fonction de la constitution de ces groupes et de l'objectif attendu. Je l'ai dit, l'objectif, vraiment, on l'a beaucoup dit, hein, on est sur des injonctions paradoxales, et effectivement, ben, celle-ci, ça veut dire de se cacher des inconnus tout en étant reconnu par les proches. Voilà. On voit aussi du coup une attention particulière, par exemple, à la gestion des contacts. Alors, la gestion des contacts et la question de la géolocalisation, c'est deux thématiques qui ne font pas consensus. Ça veut dire que les adolescents n'ont pas tous la même façon de gérer ça, avec certains qui sont très très attentifs à la question, par exemple, de la synchronisation des contacts, et qui évitent, en vous expliquant très concrètement qu'ils ne le veulent pas, que leurs parents ou leurs maîtres de stage qui sont dans leurs contacts se retrouvent dans leurs contacts sur les réseaux sociaux, et d'autres qui vous disent non, bon, moi c'est pas un problème, au contraire je trouve ça très facile. Donc là il n'y a pas consensus. Sur la géolocalisation c'est pareil, il n'y a pas forcément consensus, avec des adolescents qui s'en méfient, qui trouvent une certaine forme de contrôle, entre autres des familles, voilà, et puis qui savent pas bien en gros comment on va gérer ces données de géolocalisation, et d'autres qui trouvent ça très pratique, hein, puisqu'ils ont la possibilité de savoir qui se trouve à quel moment, à quel endroit, et qui trouvent ça donc une bonne fonctionnalité. Donc concrètement, voilà un arsenal. L'arsenal, ça va être aussi d'utiliser les fonctionnalités qui sont proposées par les plateformes. Par exemple, le fait de bloquer des gens, évidemment, qui seraient intrusifs, qu'ils n'auraient pas identifié au départ, puisque quand même la première des techniques, c'est restreindre l'accès. Ça veut dire que vraiment une majorité d'adolescents nous ont dit je n'accepte pas n'importe qui. Je regarde en fait d'où vient la demande de contact, je l'identifie, voilà. Parfois, ça arrive quand même qu'ils se retrouvent avec une erreur, quelqu'un qu'ils auraient mal évalué dans la prise de risque sur le fait de lui donner accès à ses propres contenus. C'est ça, en fait. Hein. Donc, parfois, il y a une mauvaise évaluation et donc, on bloque. A posteriori, c'est la première des... voilà. Et puis, ils nous ont beaucoup aussi dit qu'il y avait une surveillance de la surveillance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, on regarde qui a, par exemple, fait une copie d'écran de la photo. Voilà, c'est-à-dire tout un certain nombre de techniques pour savoir en fait son contenu, qu'est-ce qu'il est devenu et qui en fait a un regard là-dessus. Restreindre l'accès, ça veut dire restreindre l'accès au niveau de l'accès au compte, mais ça va être plus des paramétrages plus fins du type interdire la story à certains individus et pas à d'autres, donc vraiment un paramétrage fin et qui est effectivement bien loin de l'idée, c'est ce que disait Sophie, qu'on a, hein, ça veut dire d'adolescents totalement irresponsables qui laissent tout ouvert et qui n'ont pas du tout notion de tout ça. On voit au contraire que c'est des stratégies très 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 fines. Alors, je finirai là-dessus, donc en disant que cet arsenal, eh bien, il est rempli de paradoxes et qu'en fait, il est aussi contraint par les limites des plateformes, en fait, hein, des solutions techniques proposées par les plateformes. On voit bien qu'il y a cette effectivement conciliation entre protection et besoin de visibilité, voire pour certains popularité. Donc là, on voit quand le paradoxe est d'autant plus grand, hein, quand l'idée c'est d'avoir des comptes pour être populaire et en même temps, on va faire attention à pas trop se dévoiler. Il y a cette pression sociale, j'ai mis des pères et aussi des parents, hein, où on a vu un certain nombre de parents très attentifs à ça, suivant les comptes de leurs enfants. Il y a aussi une pression des pères, dans le sens où j'ai déjà parlé, sur le fait qu'il ne faut pas se dévoiler ça, mais pas aussi dévoiler la vie privée de ses proches. Autre chose, et j'en ai déjà parlé, c'est de ce fait, pour certains, une vraie restriction de la liberté d'expression. Ça veut dire on s'empêche de s'exprimer, on s'empêche de donner son avis, on s'empêche de publier des choses qui nous plaisent, parce qu'on a peur que ça soit mal interprété, repris par ailleurs, qu'on perde le contrôle de tout ça. Voilà. Et contre ces aspects-là, eh bien, on l'a dit, effectivement, un sentiment d'avoir peu de garanties, peu de possibilités de contrôle, d'où cette attitude extrême pour certains de dire « je ne publie plus ». Quoi. Voilà. Je laisse la parole à Nicole. Ouais. Merci. Hein. Ça suscite évidemment tout de suite plein de questions, mais on va d'abord écouter Nicole pour... compléter votre présentation. Merci Alexandra, merci Valentine. Vous m'entendez bien? Oui. Ça va?
Donc, moi, je vais vous présenter la conception très forte de la vie privée des adolescents que nous avons enquêté, auprès de qui nous avons enquêté, puisque l'arsenal de tactiques que Valentine vient de présenter confirme cette forte préoccupation des adolescents pour la préservation de leur vie privée, dans les réseaux, qui a été montré très régulièrement d'ailleurs par les nombreux travaux sur le sujet depuis plus de 10 ans. Mais ce que nos travaux apportent peut-être plus précisément, c'est à la fois ce qui est à l'origine de cette préoccupation, cette conception forte de la vie privée, chez tous, quel que soit l'âge, la classe sociale. Nous n'avons trouvé aucune, Valentine l'a dit, aucune attitude consciente sur aucun terrain. Et surtout, peut-être ce que nous apportons plus particulièrement par rapport aux travaux précédents, c'est de montrer que cette conception, enfin, qu'ils ont un sentiment que cette préservation de la vie privée repose sur leurs choix, des choix individuels, et également, Sophie en a parlé, la tension entre cette conception forte de la vie privée et les designs des plateformes, des grandes plateformes numériques. Alors sur la question de la conception forte de la vie privée, on est obligé de mettre en premier la vie familiale, puisque chez tous nos enquêtés, l'idée de vie privée est avant tout associée à celle de la famille, à tous les âges, toutes les classes sociales. Tous s'accordent pour placer au premier plan la protection de la vie privée des membres de la famille, les parents, les grands-parents, la fratrie à un degré moindre, moins cité que les parents et grands-parents. Dans les diapos, il y a quelques exemples de propos. J'espère que vous arrivez à les lire. Vous les retrouverez sinon dans nos publications futures. Alors évidemment, on pourrait convoquer les historiens de la famille. La conception bourgeoise, intimiste de la famille est déjà bien présente au XIXe siècle et qui s'est étendue aux autres classes sociales au XXe siècle. Mais pour nous enquêter, il n'y a pas véritablement de justification, c'est de l'ordre de l'évidence. Et quand c'est justifié, ils utilisent une rhétorique en lien avec leur propre logique d'action dans les réseaux sociaux. Nos parents, grands-parents ne sont pas présents dans les réseaux sociaux, dont on n'en parle pas. Finalement, on va poursuivre après sur la question de l'intimité, mais déjà, là, je voudrais préciser qu'il y a la fin de l'intimité aujourd'hui, c'est un peu la thèse de Philippe Artière. C'est pas très visible chez les adolescents, mais on le sait chez certains parents qui exposent leurs enfants. Et d'ailleurs, ce que critiquent plusieurs de nos enquêtés, puisque les jeunes et le rapport du défenseur du droit l'avait bien précisé l'année dernière, les jeunes attendent que les parents soient aussi respectueux de leur vie privée que le sont d'ailleurs avec leur vie privée. Et d'ailleurs, les attentes de respect de la vie privée sont plus fortes vis-à-vis des parents que des amis, ce que ont montré d'ailleurs d'autres travaux, Ralph, il y a 1 an ou 2. Le deuxième point, qui est tout à fait remarquable, c'est que des adolescents dans des terrains différents, des académies, terrains au sens là d'académie, on distingue au moins 2 vies privées, voire plus, et une distinction qui est basée sur des choix, qui est dite basée sur des choix subjectifs, comme l'exprime Tania, 15 ans, classe favorisée. Il y a 2 vies privées, je dis la fin de son propos, après ça c'est notre choix, ou bien Baptiste, qui lui aussi, Valentine, tu as déjà évoqué, Baptiste a bien développé ce point également, il évoque sa vie privée et la vie très privée. Alors les deux sont de classes favorisées, on va le voir, il y a il n'y a pas véritablement sur la question de la conception de la vie privée des différences majeures selon les classes sociales, alors qu'on verra dans les autres tables rondes que les différences sont vraiment importantes entre milieux sociaux. Donc finalement, et pour reprendre le fil rouge de la table ronde que Sophie a présentée en évoquant les travaux de Hochschild, on peut dire que pour tous et toutes, la préservation de la vie privée suppose un travail de séparation des groupes d'appartenance en fonction des règles de sentiment. Et ce travail se révèle complexe, en particulier avec les images,
qui peuvent toujours dévoiler des éléments que l'on n'avait pas vus au moment de la publication, ce que rappellent certains de nos jeunes enquêtés. On a plusieurs mentions, là j'en prends une, mais on a plusieurs cas de la complexité de ce travail et de la difficulté pour eux, notamment avec les images, de le mener à bien. Ce qu'on pourrait dire également, un produit de ce travail, c'est peut-être la forme de gestion collective de la vie privée que nous avons repérée, que Valentine a également précisé. La préoccupation de préserver l'intégrité de la vie privée des amis existe. Les règles relatives au droit à l'image sont connues, le consentement également sont connus de tous nos enquêtés. Alors, bien sûr, alors je pourrais citer comme exemple, puisqu'il faut toujours quand même un peu prouver, même dans une approche qualitative, un peu beaucoup, des exemples de discussions pendant les focus group entre jeunes qui se reprochent d'avoir diffusé telle photo d'un tel qui était tout rouge parce qu'il avait perdu. Enfin, pardon, je vais tousser. Excusez-moi. Enfin, l'autre point, je suis pas tout à fait finie, mais bientôt. Je voudrais m'arrêter sur la question de l'intime, donc qui est la vie familiale, c'est bien sûr de l'ordre de l'intime. Donc, qu'y a-t-il derrière cette notion d'intime? Il y a la vie émotionnelle, la gestion personnelle des sentiments. Tous et toutes, disent que cette vie émotionnelle doit être préservée du regard public. Alors, les états d'âme, leur bien-être ou mal-être psychique, physique. Quelques exemples qui sont donnés de propos. Et d'ailleurs, c'est plus un journal intime, le réseau social. C'est assez amusant parce que quand on regarde les travaux, notamment de Bock, il y a 10-15 ans, qui discutaient les adolescents qui postaient leur journal intime dans l'Internet pour être cachés des yeux des parents et qui prenaient très mal le fait que les parents lisent leur journal intime. Là, on retrouve plus ce type de comportement et au contraire, c'est même un comportement bien différent. Et pour bien l'expliciter, les jeunes font appel aux influenceurs comme contre-modèle d'ailleurs. Cette façon de parler de soi, de son soi intime, c'est pour eux tout à fait répulsif. C'est un contre-modèle. Ils ont l'impression que s'ils parlaient de leur intimité, ce serait une attitude d'influenceur, que ça n'intéresserait pas leurs amis. Peut-être, je sens que je risque de dépasser, donc je vais aller d'emblée sur une conclusion qu'on peut avoir sur l'existence d'une tension vive entre leur conception très forte de leur vie privée, marquée par cette idéalisation de l'intime, l'intime porté à la perfection pratiquement, et le fonctionnement des plateformes numériques et des réseaux sociaux qui visent son abolition, comme les jeunes nous l'ont fait remarquer. J'ai mis quelques exemples dans la diapo. Et c'est par exemple Biréal qui demande de partager des photos intimes avec son environnement. Ou Snapchat, vous avez en tête une série d'exemples de réseaux sociaux qui incitent à justement exposer son environnement souvent intime et à le partager. Et ça sera mon dernier point. Face à cette tension, on a noté des phénomènes de réassurance. Le sentiment, finalement, et vous avez un exemple donné par Pauline, qui a 17 ans, classe favorisée, mais pas qu'elle, d'autres l'ont évoqué, le sentiment que les publications sont des vitrines de soi, finalement, et que, les plateformes numériques ne peuvent pas atteindre l'identité, sa vraie identité, l'identité authentique de soi. Et c'était mon dernier point sur cette conception très forte de la vie privée, de l'intime, au centre de l'intime.
Merci. Merci beaucoup pour ces précisions sur cette conception finalement très complexe, vraiment, de la vie privée et de la vie intime par les adolescents. On va maintenant passer aux enseignants, avec Laurence Levener et Valentina Dimitrova, qui ont justement consacré leur recherche au sein du projet Ado-Privacy aux enseignants et aux questions éthiques qui se posent à eux dans leurs enseignements et aux différences de représentation générationnelle de la vie privée, et à leur façon de gérer les questions émotionnelles dans ce cadre. Alors, je vous présente aussi brièvement et puis je vous laisse gérer votre temps de parole. Alors, Laurence Levener est maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Toulouse. Elle est membre de l'IDETCOM et elle a été chercheuse associée à l'INA entre 2020 et 2022. Et Valentina Dimitrova est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Lyon 3. Elle est rattachée au laboratoire Helico et membre de la chaire Data et services pour une ville durable. Ses recherches portent sur les enjeux sociopolitiques et communicationnels de la médiatisation du numérique et de la datafication de la société. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, ces entretiens ont été menés sur les différents terrains et par plusieurs personnes, au-delà de Valentina et moi qui allons ici faire une première présentation de ces résultats. En tout cas, une des premières choses qu'on peut dire, c'est que les entretiens que nous avons menés avec les adultes, bien que non représentatifs, révèlent d'abord que quel que soit le type d'enseignement dans lequel s'insèrent les questions liées à la protection de la vie privée des jeunes sur le numérique, que ce soit le PIX, que ce soit l'éducation aux médias à l'information, que ce soit l'éducation morale et civique, etc., quelles que soient les disciplines, les thèmes auxquels les enseignants interrogés rattachent la vie privée sont d'abord liés aux risques, aux publications de photos en particulier, aux questions liées au consentement aussi, au harcèlement, aux données personnelles, voire à la question de la séparation de la vie privée et de la vie professionnelle. Et pour les enseignants, sans doute trouve-t-on ici une forme d'incorporation d'un discours plus général et de préceptes qui figurent également dans les programmes. Il s'agit de faire d'abord de la prévention, et aussi d'éviter les conflits et les tensions entre les élèves, autour de séances de travail, par exemple, autour du harcèlement, mais aussi de les former, évidemment, à la citoyenneté numérique de façon plus générale. Et donc, la question des risques est perçue, c'est ce qu'on peut voir à travers un exemple ou deux exemples ici, comme une bonne entrée en matière, une bonne accroche. Deuxième point, alors je passe un peu vite sur cet exemple-là. La question se pose pour beaucoup d'enseignants de savoir quel est le bon moment pour parler de ces questions. Trouver le bon emplacement dans le programme, évidemment, et il en existe plusieurs, que ce soit au collège ou au lycée, mais aussi le bon moment pour que les élèves soient réceptifs à ces questions. Ça, c'est une des premières difficultés, notamment qu'ils ont soulevées. Et par exemple, pour un professeur d'histoire-géographie dont vous avez ici une citation, le programme en 5e, par exemple, en éducation morale et civique, lui semble le plus pertinent. Pour autant, il ne considère pas que ce soit suffisant et il rejoint plusieurs de ses collègues que nous avons interrogés en considérant que ça doit être répété sur toutes les années par d'autres intervenants. Le problème, c'est qu'on a aussi constaté des difficultés de collaboration et donc de tuilage entre les différentes matières et les différents niveaux quand il s'agit d'aborder ces questions-là. D'autres professeurs, notamment les professeurs documentalistes, qui sont responsables de certains enseignements, notamment à SNT en seconde, témoignent par ailleurs de la difficulté qu'ils éprouvent à aborder l'ensemble des thématiques proposées dans le cadre du programme national autour de ces questions. Se posent également à eux des questions éthiques, puisque en fait, les enseignants qui en font l'expérience considèrent que cette thématique de la protection des données personnelles, certes, est fondamentale, même si elle ne permet pas de résoudre les problèmes personnels que les jeunes rencontreraient. Ça, ils en ont conscience, en particulier parce que les enseignants doivent soutenir une sorte de position un peu d'équilibriste, permettant à la fois d'aborder la privacy, tout en préservant l'intimité des élèves.
Et les enseignants constatent que les jeunes, on en a un exemple, protègent très bien leur vie privée. Par exemple, une enseignante d'histoire-géographie nous disait, et puis c'est difficile d'en parler parce que justement, vie privée. Alors là, la notion de vie privée, ils la connaissent parce que si vous touchez le portable à seniors, et ils vont aux toilettes, ils ont le portable tout le temps. Non madame, s'il y en a un autre qui prend le portable, non, ce n'est pas pour les textos, mais moi, je ne vais pas laisser traîner mon portable si les autres, ils le prennent. Voilà, donc effectivement, ils sont très attachés, on le disait, c'est une partie d'eux-mêmes, c'est une partie de nous-mêmes, hein, on peut s'associer à ça aujourd'hui. Donc, de fait, peut-être que cela explique cette difficulté-là à aborder la vie privée sans toucher à leur vie privée. Le fait que beaucoup d'enseignants que nous avons interrogés expliquent ou entrent sur ces thématiques par la loi. Et donc souvent par les sanctions. Ça semble pour eux une entrée adéquate pour une formation et une sensibilisation à la privacy plutôt que des approches trop globales et trop généralistes. Et plusieurs enseignants citent du coup en la matière l'entrée par les sanctions, par les amendes, par les risques autour, par exemple, des enfants harceleurs, les parents d'enfants harceleurs, les procédures pénales sont souvent citées, d'autres citent la CNIL ou le RGPD. Mais paradoxalement, ce cadre juridique qui est donc convoqué semble difficile à maîtriser pour eux. Et même les personnels de direction que nous avons interrogés, il me manque une citation, je la citerai. Oui, même les personnels de direction que nous avons interrogés expliquent qu'ils ont reçu certes de l'information, mais pas forcément de formation. Je cite un chef d'établissement qu'on a interrogé, je ne vais pas dire son âge, pardon, c'est un réflexe. On a eu pas mal d'informations, même énormément d'informations, mais pour des non-juristes, on a reçu les textes de loi, on nous a dit ce qu'il fallait faire, et on n'est jamais à l'abri de ne pas respecter les textes qui sont quand même très, très codifiés, très compliqués. Alors des formations, moi non, personnellement, je n'ai pas eu de formation, j'ai eu des mails qui nous rappelaient, qui nous disaient voilà, ça existe, point. Donc la plupart des établissements font appel du coup à des intervenants extérieurs et ça dépend d'un contexte local. Il y a des actions qui sont multiples mais qui sont souvent ponctuelles avec le rectorat, avec des associations, avec des universités, voire avec certains centres sociaux ou médicaux. Mais ces partenariats, les enseignants et les personnels de direction nous le disent, sont limités faute de ressources financières dédiées à ces actions de sensibilisation et surtout à faute de place laissée dans les emplois du temps à ces questions. Et les enseignants regrettent le caractère très ponctuel, non obligatoire de telles interventions et leur portée limitée, d'autant plus limitée que toutes les classes ne sont pas forcément concernées, que ça n'est pas forcément suivi par ailleurs de travail de restitution et donc c'est un contenu qui n'est pas nécessairement assimilé derrière par les élèves. Et surtout, ça se fait dans le cadre parfois de remédiation, hein, donc dès lors qu'il y a eu des difficultés ou des problèmes en fait dans les établissements. Et parmi ces interventions figurent celles des policiers, des gendarmes, parfois des militaires de la marine, qui sont également cités au titre des actions préventives ou alors de remédiation en cas de conflit pour rappeler à nouveau les sanctions en fait, les sanctions légales. Donc on observe un focus en fait sur les questions liées au danger, aux sanctions, mais l'angle des droits des mineurs ne nous semble pas du tout abordé ou très peu abordé. Et donc, c'est le dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est que finalement, cela suscite sans doute, ça explique les réticences des élèves, de l'approche par les risques suscite un sentiment de culpabilisation, de répétition qui tourne un peu à vide, alors qu'on a vu que les adolescents développent un arsenal de tactiques et les enseignants sont parfaitement conscients de ces réserves-là. Ils nous en font part, certains d'entre eux. Certains redoutent même que les adolescents ne leur fassent pas confiance parce que les adolescents perçoivent les enseignants comme peu compétents sur ces sujets. Et la crainte d'une meilleure compétence des élèves constitue d'ailleurs une source de gêne importante pour les enseignants. Et enfin, la perception globale des adultes interrogés, alors même que nous avons vu que voilà, les jeunes développent des tactiques, est marquée par le sentiment des enseignants et plus encore des personnels de direction que les adolescents ne sont pas conscients des risques liés à leurs échanges et à leurs publications sur les plateformes numériques. Et là réside un grand malentendu, d'où le titre initial de la diapo. Les adultes rencontrés se sentent souvent ignorants des pratiques des jeunes, qu'ils considèrent parfois comme plus compétents qu'eux, tout en pensant qu'ils sont encore trop peu conscients des dangers auxquels ils s'exposent. Et ils se sentent donc d'autant plus démunis que les pratiques que les jeunes développent sont souvent
très éloignés des leurs, ce dont va vous parler maintenant Valentina. Alors, effectivement, moi, je vais poursuivre sur et Laurence a fait une très bonne transition parce que pour notre équipe, les difficultés de l'éducation aux enjeux de la vie privée doivent beaucoup effectivement à une mauvaise appréciation, voire une incompréhension de la situation réelle des adolescents par les acteurs, l'ensemble d'acteurs du système éducatif. Et nos entretiens montrent en effet que les adultes se sentent souvent ignorants des pratiques des jeunes et démunis pour les prendre en compte, car ces pratiques sont souvent très éloignées des leurs, même si l'enquête a mis aussi en évidence qu'il existe une grande diversité des usages des plateformes et des réseaux sociaux numériques par des acteurs du système éducatif, par des enseignants, des responsables administratifs, puisque la plupart des adultes interviewés utilisent quand même plusieurs réseaux sociaux numériques, même si quelques-uns se déclarent de ne pas être présents sur aucune plateforme. Et donc nous avons cherché effectivement à creuser un peu la question des différences générationnelles, même si effectivement, comme vous allez le voir un peu à travers des citations, on peut retrouver les différentes facettes. Oui, merci. Oui, je déplace. Quand on est là, effectivement, je l'ai indiqué pour les autres, mais je ne l'ai pas vu pour moi. Et d'ailleurs, peut-être que là aussi, est-ce qu'on peut déplacer ça? Je pense aussi. Oui, ce serait peut-être mieux. Voilà. Merci Sophie. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir, enfin cette idée de décalage générationnel, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans nos entretiens avec plusieurs adultes qui nous indiquent qu'il y a un décalage, comme dans cette citation. Cela n'engage que moi, nous dit cette chef d'établissement, entre le développement du phénomène d'adaptation des institutions aux besoins des élèves. Et puis il y a aussi une deuxième chose, c'est un décalage générationnel. Ça veut dire que ça fait complètement partie de la vie des élèves, des jeunes. Et nous, on est encore dans cette génération qui a vécu sans, qui essaie de s'adapter. Et c'est pareil, on est derrière. Eux, ils sont loin devant dans l'usage. S'il existe... du coup, oui, pardon. Ouais. Non. C'est bon. Et donc effectivement, ce qu'on a remarqué effectivement, que si on cherche ces décalages générationnels ou différences générationnelles, donc on peut constater une certaine différence au niveau de priorisation des principes en lien avec la vie privée. C'est-à-dire que si pour les jeunes, comme nous ont montré Valentine Favel-Capoyan et Nicole Bobet tout à l'heure, la sociabilité des jeunes, enfin, se constitue à travers cette idée d'exister en ligne. Les adultes dans le secteur éducatif semblent vouloir davantage préserver leur espace privé, particulièrement ceux qui ont entre 40 et 50 ans, et qui ont grandi sans les plateformes numériques. Donc ils considèrent que les jeunes non seulement ont une maîtrise des compétences techniques souvent plus avancées, mais que en fait qu'ils ont d'autres manières de se sociabiliser. Et donc les adultes dans le secteur de l'enseignement trouvent ce modèle de sociabilité en ligne peu intéressant, peu pertinent pour eux dans le cadre de leur vie personnelle ou professionnelle. Parmi ces décalages aussi, donc avec cette idée que les adultes cherchent à préserver leurs espaces privés, ils cherchent surtout à les distinguer et mettre des barrières entre la vie professionnelle, le temps professionnel et puis les temps privés. Nous l'avons perçu à travers plusieurs entretiens et parmi ces usages numériques qui perturbent la frontière entre vie privée et vie professionnels, on a retrouvé aussi des plateformes comme ENT en fait, et leur fonctionnement 24/24 qui du coup perturbe et brouille des frontières entre l'espace scolaire et l'espace domestique. Ce brouillage des frontières, on le retrouve aussi dans des groupes classes spontanés créés par des élèves et qui se retrouvent effectivement
beaucoup et auxquels les enseignants qui sont pour la plupart absents de ces groupes, mais ils entendent parler de l'existence de ces groupes ou les découvrent à un moment donné, surtout suite à des conflits qui peuvent y apparaître. Donc ces groupes de classe spontanés, aussi, qui sont souvent à la frontière d'ailleurs de la légalité, et en tout cas la légalité il devient floue, avec l'effet de groupe qui peut amenuiser aussi le sentiment de transgression du droit à l'image notamment, ou en démultiplier les dommages. Donc certains adultes sont particulièrement gênés par ces groupes parce que ça brouille la frontière entre des relations de travail et des relations personnelles. Les jeunes peuvent oublier la nature de la relation qu'ils ont avec leurs enseignants, leur parler comme s'ils s'adressaient à leurs copains. Je sais pas donc peut-être qu'il faut pas que je touche à ce câble-là. Et donc, en brouillant la frontière entre l'espace scolaire et l'espace domestique, ces groupes font entrer dans l'espace intime les problèmes qui sont vécus par les jeunes sur les temps scolaires. Les débordements de quelques-uns peuvent impacter l'ensemble des participants, et les enseignants évoquent le fait que dans ces groupes de classe, les jeunes ne sont jamais laissés tranquilles par leurs pairs, surtout quand ceux-ci sont agressifs ou qui sont perturbés en continu par les notifications des applications. Enfin, une autre représentation qu'on peut qualifier de générationnelle dans nos entretiens, concerne des enjeux de citoyenneté qui sont attachés à la protection de la vie privée. Et les adolescents ne sont toujours pas sensibles à ces enjeux. Par exemple, c'est un peu flippant. Enfin, je vous cite la professeure d'histoire géo d'un lycée. C'est un peu flippant, mais parce que ça les sécurise, notamment le truc le plus simple, le fait qu'on peut tracer un téléphone et savoir où il est. Je me souviens de gamins qui me disent « Ouais, madame, comme ça on peut tracer des pervers ». En fait, ils ont un côté très flippant à considérer positivement des caractéristiques d'un État policier. Et quand tu leur montres l'exemple de la Chine, ils trouvent que c'est pas bien, mais que c'est pas si mal que ça. Ils sont très peu à se dire que les libertés sont bafouées et qu'en touchant à la liberté, à la vie privée, on attaque aussi leur liberté. Pour autant, effectivement, dans notre échantillon, les adultes rencontrés ne diabolisent pas toujours les réseaux sociaux numériques, et nous avons remarqué le fait que être parent, d'avoir des enfants adolescents, de vivre avec eux, donc ça conduit un certain nombre d'enseignants de mieux comprendre en fait et de mieux évaluer les compétences des jeunes, leurs difficultés des jeunes, et donc faire davantage aussi confiance à leurs élèves dans leur approche de problèmes liés à la vie privée. Comme c'est le cas de cette maman qui cite l'importance des séries télévisées dans la découverte des manières de gérer la vie privée par sa fille de 15 ans. Enfin, ce que je devais aussi aborder avec vous, c'est la question de la manière dont les adultes, accompagnateurs, enseignants gèrent ce travail émotionnel. En tout cas, notre enquête nous permet de penser que le jeune et les adultes ne mettent pas en place le même travail émotionnel face aux gestions collectives de la vie privée sur les plateformes, parce que les adultes cherchent beaucoup à objectiver la vie privée, prendre de la distance vis-à-vis des expériences des jeunes, ce qui fait que parmi notamment les entrées pédagogiques, c'est le format étude de cas qui est largement privilégié, avec des anecdotes trouvées dans la presse ou dans des documents externes qui permettent de ne pas parler directement des expériences personnelles des jeunes, donc soi-disant pour respecter leur sensibilité, préserver leur vie privée, aussi pour libérer la parole. Par exemple, l'une des interviewées nous dit pour ne pas être trop intrusive. Elle compare aussi ces techniques pédagogiques à des techniques qui sont employées dans les cours d'éducation à la sexualité, où il s'agit également de prendre des précautions pour ne pas heurter la sensibilité des jeunes, respecter leur intimité. Pour autant, donc on cherche du coup des études de cas, on cherche des études de cas aussi qui frappent, pour frapper l'imagination des élèves, on cherche des métaphores aussi marquantes. Et lorsqu'il s'agit de se confronter à des études, à des cas
personnel, parce qu'au bout d'un moment, enfin, on se retrouve quand même concerné par, on peut se retrouver concerné par des cas conflictuels ou par des choses réelles qui arrivent aux adolescents qu'on côtoie. Donc, on est effectivement, voilà, on peut vite être dépassé ou être mis mal à l'aise. D'où aussi, donc, face à cette idée d'objectiver, de prendre de la distance, on retrouve aussi le choix ou la préférence de déléguer un peu ce travail émotionnel aux intervenants externes qui vont intervenir certes d'une manière ponctuelle, mais ça permet effectivement de confier, de déléguer ce travail de discussion, d'échange aux autres, et ce qui n'impactera pas la relation avec leurs propres enseignants. Comme je vous disais, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on se retrouve, surtout quand on est chef d'établissement ou quand on est l'infirmière par exemple. Donc on peut se retrouver face à ces situations problématiques, à des conflits. On se retrouver à des situations où on est quand même obligé de discuter des cas personnels des élèves. Donc et de ne les voir pas uniquement comme les élèves, mais aussi comme les enfants, ce qui a été rappelé ce matin par le défenseur des enfants. Cette expérience collective des problématiques autour de la protection ou de la transgression de la vie privée confronte les équipes éducatives au travail émotionnel. Effectivement, par exemple, dans le cas dans le cas qui est cité dans cet extrait, on a retrouvé un chef d'établissement confronté à une situation d'un élève qui, du coup, a été surpris en cours en train de consulter le groupe WhatsApp où il y avait une vidéo du cours mettant en scène l'enseignant. Donc, l'enseignant, effectivement, a été très affecté par cette situation. Donc, ils ont commencé à remonter, à reconstruire l'histoire, qui a filmé, à quel moment c'était filmé, qui l'a posté. Donc du coup ça a mis quand même en place tout un dispositif de remédiation suite à cette histoire, et donc ce conflit rencontré a permis de discuter du droit de la diffusion d'images, du cadre légal lié à cela, mais il s'agit ici de construire des formes de remédiation a posteriori, après l'incident, en reprenant donc du coup le travail avec les différentes parties prenantes. Et donc cette expérience collective des problématiques autour de la protection de la vie privée confronte quand même les équipes au travail émotionnel. Le travail émotionnel qui, comme ça a été rappelé par Sophie tout à l'heure, est soumis à des règles de sentiment qui sont produites par une multiplicité d'attentes sociales. Protéger une victime, identifier un harceleur, et c'est un entendu qui peut s'exprimer mal du point de vue de l'une ou l'autre des parties prenantes. Enfin, on arrive à des recommandations qu'on pourrait formuler. Et pour conclure rapidement, les résultats de cette recherche nous ont conduit à formuler un certain nombre de recommandations qui sont susceptibles d'améliorer l'efficacité de la sensibilisation des adolescents de tous les milieux sociaux. Je ne citerai ici que quelques-unes de ces recommandations que nous avons faites en lien avec cette table ronde. D'autres seront évoquées tout au long du colloque par notre équipe. La première, sur laquelle j'irai rapidement parce qu'elle a été un petit peu évoquée ce matin, c'est concilier si possible dans les actions de protection des mineurs comme dans les actions éducatives l'ensemble des droits en jeu d'une manière équilibrée qui ne fasse pas disparaître une facette des droits humains et qui permette de réaffirmer les droits des enfants dans leur globalité. Et puis la seconde, qui s'adresse plutôt au secteur éducatif. La première s'adresse à toute la communauté. C'est peut-être pour les sessions d'éducation aux médias, à l'information dédiée à la privacy, à l'éducation aux médias. Plusieurs problèmes se posent, plusieurs propositions sont faites. D'abord, former les enseignants au droit du numérique et au droit des mineurs dans leur globalité, afin notamment qu'ils puissent démontrer leurs compétences sur le sujet auprès de leurs élèves. On a vu que c'était un point délicat, mais aussi qu'ils prennent conscience des questionnements éthiques qui sont présents dans le quotidien des expériences numériques des adolescents. Former les enseignants aussi au droit du respect de la vie privée et éviter ainsi la réduction habituelle de cette question au droit à l'image.
insister sur ce qui a été dit, notamment la dimension collective de cette gestion de la vie privée et non uniquement individuelle. Éviter les séances de formation au danger de l'Internet qui reposent principalement sur la culpabilisation des pratiques des jeunes, l'exposition notamment des filles et des images de soi, alors même que ces pratiques révèlent des normes de sociabilité adolescente un peu et qu'elles sont stimulées en plus par le design des plateformes elles-mêmes. Favoriser les approches interdisciplinaires et la collaboration entre les enseignants. On a vu que c'était un point d'achoppement et difficile à mettre en œuvre. Et puis prévoir des temps de travail réguliers dans l'emploi du temps pour des questions numériques liées à la protection des données personnelles. Construire aussi un référentiel de compétences qui inclurait la notion de privacy dès l'école primaire. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour ces différents exposés de quelques premiers résultats là, d'AdoPrivacy. Assister évidemment à l'exposition d'autres résultats par la suite. Mais en fait, le rôle du discutant sera en vrai assuré par vous. Donc Yann Brunat, donc vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université de Nanterre et membre du laboratoire Sophia Paul. Et vous vous intéressez aux usages sociaux des dispositifs numériques et plus spécialement aux pratiques de géolocalisation sociale et d'exploitation des traces en ligne. Et ça tombe très bien parce qu'en fait, ce qui m'a frappé dans ce qui a été exposé, à la fois concernant les pratiques, les pratiques des adolescents et aussi la perception de ces pratiques par les enseignants et l'institution, ce qui m'a frappé, c'est le fait que d'une certaine manière, le risque est localisé chez l'autre, à l'extérieur, chez l'autre personne. Chez d'autres participants aux réseaux sociaux, d'autres profils, mais pas forcément, il n'est pas localisé au niveau du réseau social lui-même en tant qu'infrastructure technologique et marchande en fait. Et ça m'a vraiment frappé dans tous vos exposés en fait, à quel point en fait la perception du réseau social lui-même en tant que structure, technostructure, et la représentation comme d'un intermédiaire neutre. Donc, l'ennemi, ce n'est pas le réseau social lui-même, si ennemi il y a. Donc, à travers votre spécialisation, on voit bien que vous vous intéressez justement à la géolocalisation sociale. C'est un concept qui me paraît très intéressant à développer dans ce contexte. Alors, je ne sais pas comment on peut faire. Peut-être je vous laisse maintenant la parole pendant quelques instants pour présenter brièvement vos approches et puis pour entrer en discussion avec les membres de cette table ronde. On aura peu de temps, à peine un quart d'heure avant d'enchaîner, mais quand même. Voilà. D'accord, très bien. Je vous remercie. Donc, Yann Brunat, sociologue du numérique. Et j'ai effectivement travaillé depuis une dizaine d'années maintenant sur une technologie assez particulière, assez singulière, qui est la géolocalisation. La géolocalisation qui, comme vous le disiez, justement permet de voir au-delà, quelque part. Alors, j'ai observé deux formes de surveillance principales par géolocalisation, deux formes de surveillance interindividuelle, j'y reviendrai. La surveillance par enfant, la surveillance parentale, dans un cadre très classique, finalement, que l'on connaît bien, et la surveillance entre pairs, également, puisque les adolescents et adolescentes se surveillent entre eux. Alors les usages sont fortement diversifiés. Je vais plutôt insister aujourd'hui sur la surveillance adolescente, mais c'est vrai que si vous avez des questions bien sûr concernant les parents, eh bien j'y répondrai avec plaisir. Des usages très diversifiés qui peuvent amener à des pratiques transgressives parfois. Alors je prends l'exemple du confinement pendant la crise sanitaire pour vérifier qui reste vraiment chez soi, finalement qui s'éloigne de plus d'1 kilomètre du diamètre du possible pendant cette période, ou encore pour voir qui part en vacances, voir où les individus partent en vacances, et voir, je cite, s'il y a des mythos, des gens qui disent qu'ils partent un petit peu plus loin, et puis on peut vérifier par derrière. Alors c'est intéressant parce que c'est une pratique transgressive qui peut être à visée humoristique, mais qui en fait révèle que la surveillance par géolocalisation est principalement utilisée à des fins probatoires.
par les jeunes, c'est-à-dire pour prouver un déplacement passé, pour prouver une position, ce qui peut amener à des explications souvent a posteriori, parce qu'on le sait très bien, les dispositifs numériques sont d'abord, là, et avant toute autre chose, pour communiquer, on a des objectifs de communication, mais parfois cette communication en ligne ne suffit pas. Et par exemple, quand il y a un mésusage, quand il y a quelqu'un qui, je cite le discours des ados, se fait choper, entre guillemets, eh bien, souvent, il y a un besoin de face-à-face. Donc, on retrouve une certaine survaleur, finalement, du présentiel, hein, comme on dit, du face-à-face, pour pouvoir s'expliquer sur le mensonge. Ici, puisque la géolocalisation est révélatrice. C'est pas la seule technologie, bien sûr, toutes les vérifications de présence, le fait de savoir si une personne a lu le message, etc., et toutes les stratégies, finalement, pour faire en sorte que la personne ne soit pas notifiée d'une capture d'écran. L'ensemble des stratégies utilisées notamment par les ados recouvrent finalement ce champ également. Alors les pratiques sont également parfois, et comme vous l'avez dit, c'est le cas aussi pour la géolocalisation, assez paradoxale. Donc j'ai eu beaucoup de jeunes qui m'ont dit que la position géographique, c'est quelque chose de très intime, c'est parmi ce qu'il y a de plus intime en matière de données, puisque là, attention, on ne confond pas les données et les contenus. Ici, on est vraiment sur une donnée personnelle, donnée identifiante au sens de la CNIL, contrairement à un contenu comme une image qui est partagée, mais qui, elle aussi, peut posséder des métadonnées. Alors des jeunes qui me disent, c'est ce qu'il y a de plus intime, donc évidemment, je ne vais pas le donner à tout le monde, je vais bien sûr vérifier l'audience, je vais vérifier qui a accès, et régulièrement vérifier qui a accès, et en même temps, je peux la partager à des amis qui ne sont pas forcément des amis proches, lors d'une soirée, peu importe finalement, mais sous réserve de sa réciprocité. Donc on est dans une contractualisation, quelque part, du partage de la position géographique. J'accepte de donner, mais en retour, si la personne me la donne et que la personne l'enlève, alors soit elle va avoir des remontrances, soit je vais la couper aussi. Donc on est vraiment dans cette recherche de réciprocité. Donc je disais des finalités probatoires, ces vérifications de présence en ligne comme hors ligne, et c'est toute la subtilité de cette trace numérique particulière, puisque la géolocalisation, c'est davantage pour de la vérification de présence hors ligne d'un individu, bien sûr, avec un objectif de pérenniser une trace numérique, principalement utilisée ici dans une plateforme communicationnelle qui se vend comme éphémère. Alors j'ai étudié notamment la position géographique à travers la SnapMap de l'application Snapchat, voilà, qui est assez massivement utilisée par les jeunes. Alors Snapchat aujourd'hui, selon les enquêtes, hein, bien sûr, l'enquête quantitative qui disent ce qu'elles veulent, mais on est à peu près à 85% d'utilisation pour les 12-18 en France, et dans le monde, on est à un peu plus de 900 millions d'utilisateurs. Donc on n'est pas au niveau d'Instagram, en tout cas c'est une plateforme qui est largement utilisée. Alors, ce qu'il ressort également de ces résultats, c'est la dimension disruptive et le caractère irrémédiable de la collecte de la position. Par exemple, j'ai des jeunes qui m'ont dit « Quand je me suis fait choper, c'est trop tard, je ne peux pas revenir en arrière ». Une autre qui dit « Parfois, j'oublie la map, mais la map, elle n'oublie jamais ». Alors il y a une petite dimension genrée en matière de vulnérabilité aussi. 2 garçons dans mon échantillon admettent avoir déjà utilisé la donnée de localisation pour acquérir des informations auprès d'adolescentes que ces dernières avaient préalablement refusé de leur transmettre. La géolocalisation révèle notamment l'adresse du domicile. Lorsqu'elle est collectée de nuit, elle révèle l'adresse du domicile, elle trahit cette adresse. Par exemple, Adrien, 18 ans, parfois c'est... Alors évidemment, j'ai changé les prénoms. Parfois c'est bien pratique, genre pendant le confinement, on voit où certaines personnes habitent, forcément. Après, je ne vais pas aller sonner à la porte, mais bon, je ne sais pas, c'est quand même une info. Alors qu'une jeune fille interrogée, Anaïs, révèle avoir été victime de cette collecte de données. Donc, je cite, « J'étais chez moi, il voulait qu'on se voit, j'ai dit que j'étais pas dispo, mais il m'a dit « Quand même, je vois que tu es chez toi, donc c'est bon, on peut se voir. » Il sait que la journée, mes parents travaillent, je ne savais plus quoi répondre. Il est venu, j'avais pas forcément envie. Bon, il n'est pas resté longtemps, mais je me suis senti piégé. Une fois qu'il a vu où je suis, c'est trop tard, je ne peux pas revenir en arrière. Voilà, donc alors c'est d'autant plus problématique qu'une majorité des adolescents et adolescentes que j'ai pu interroger, là on est vraiment sur le thème de la vie privée et des représentations sociales autour de la vie privée, ces ados s'avèrent intransigeants face au manque de maîtrise dans le partage de la position géographique. Alors Océane, 15 ans, explique « Si la personne a accepté d'être géolocalisée, j'ai envie de dire que c'est son problème. Si tu actives, tu prends un risque. Si tu t'en rappelles pas, que tu te fais choper, derrière, il faut assumer. » Voilà. Et Claire argumente également, il y a des gens qui laissent leur position à tout le monde, ils ne se souviennent même plus à qui ils l'ont partagé, ils ne se posent aucune question derrière, c'est quand même très bête.
Voilà. Alors, point commun avec, bien sûr, dans les propos de ces deux jeunes filles issues d'un milieu favorisé, aux parents très diplômés, au fort capital culturel. Pour ces jeunes filles, le fardeau de la faute semble davantage peser sur les épaules de celui ou celle qui ne sait pas faire ou qui a oublié, davantage que sur celui ou celle en capacité d'exploiter les données qui sont collectées. Donc, c'est tout l'intérêt finalement d'observer cette surveillance au prisme des individus, au prisme de la surveillance par les pairs. Donc les compétences techniques liées à l'affichage et à la dissimulation de sa position, mais aussi la connaissance des normes implicites qui sont relatives aux bonnes pratiques des outils, rendent celles qui en sont dépossédées doublement vulnérables, quelque part, vulnérables à leur capacitation à protéger leur vie privée, d'une part, et vulnérables au regard des pairs à la suite d'un potentiel oubli ou mésusage, d'autre part. Voilà, quelques résultats très rapidement. Puis évidemment, l'intérêt, je pense, de revenir sur ce beau sujet de la vie privée, hein, en montant un petit peu en généralité, parce que derrière, il y a un effort de définition, de déconstruction de prénotions, de connaissance de biais cognitifs et de prise de distance également. Alors vous parliez par exemple de la dimension collective de la vie privée, c'est très intéressant. Ça me rappelle un très bel ouvrage de Lynette Taylor, une chercheuse britannique, qu'elle appelait Group Privacy, et dans lequel elle montre que gérer sa vie privée à l'adolescence, ça dépend aussi des pairs et qu'on n'a pas toujours la main dessus. Donc il y a un contrôle qui nous échappe et un contrôle qui revient à l'autre, notamment pour l'identification des photographies. Alors l'intérêt de bien dissocier données et contenus, également les contenus qui peuvent inclure des métadonnées, parallèle avec la géolocalisation, eh bien, le géotagging, enfin la prise de photos qui sont géolocalisées, montre que finalement la frontière est parfois mince, que certes c'est un contenu qui est partagé, mais qu'à partir de ce contenu, on peut acquérir une autre information qui n'est pas forcément montrée sur l'image, qui est extérieure à l'image. Et sur la question de la surveillance, puisque vous avez parlé de la surveillance, eh bien, là encore, est-ce que c'est toujours finalement de la surveillance? On a peut-être des tensions avec notamment une logique attentionnelle. J'ai une jeune fille qui m'a dit oui, c'est normal, mon copain vérifie où je me trouve, mais en même temps, c'est pas uniquement de la surveillance. Je lui ai demandé comment elle vivait cette surveillance, elle m'a rétorqué c'est pas uniquement de la surveillance. Alors, elle l'a pas dit dans ces mots, mais il y a une logique attentionnelle derrière. En fait, s'il ne le fait pas, il me montre aucun intérêt. J'ai aussi besoin. Donc vous voyez, c'est toujours la logique du en même temps finalement chez les ados, c'est ça, toute cette tension, toute cette complexité. J'ai aussi besoin de voir que finalement quelqu'un va screen ma story parce que c'est important, pas juste la vérifier mais la screen aussi, et de voir quelqu'un qui va capter ma position aussi sous cette forme-là. Or il se trouve que la surveillance interindividuelle est faussement horizontale, faussement latérale, puisque évidemment, ça va être montré, je pense, très prochainement, notamment dans la deuxième table ronde, mais c'est l'objet d'inégalité sociale, c'est l'objet de vulnérabilité qui découle de l'origine sociale et du genre notamment, et cette surveillance est également l'objet de rapports de pouvoir entre les individus. Voilà. Et enfin, et oui, alors j'ai besoin de souligner cette difficulté de s'émanciper d'un déterminisme technologique, c'est-à-dire on va étudier les impacts, c'est le numérique qui fait que, et en contrepartie la nécessité de prendre en compte le rôle des interfaces, justement comme vous en avez parlé, voilà, dans une approche un petit peu latourienne, mais pas seulement, de déconstruire le mythe, comme vous l'avez fait, des natifs du numérique, qui finalement contrôlent un pan de leurs usages, certes, mais c'est simplement un pan de leurs usages et le reste leur échappe parfois. Et pour terminer rapidement, s'il me reste 1 minute, j'ai vu au moment où j'ai commencé, pour essayer d'être précis. Alors la variable du temps d'écran, elle est très intéressante, parce que vous avez parlé du temps d'écran, et j'ai témoigné, je fais une enquête l'an dernier autour de la réflexivité des jeunes, alors notamment des jeunes issus des CSP+, qui est un petit peu un pléonasme quand on parle de réflexivité. Lié au temps d'écran, ça donne quoi? Alors j'ai un jeune qui m'a dit, quand je lui ai posé la fameuse question, mais alors, à combien est-ce que tu estimerais à peu près ton temps d'écran quotidien? Et il m'a répondu, alors, bon, je fais les devoirs, je lis en ligne, j'écoute de la musique, je regarde un peu de vidéos, tout mis bout à bout, ça doit être 6 heures. Voilà. Alors ça montre quoi? Ça montre que le temps d'écran, en fait, c'est pas le plus important, il est à la toute fin pour ce jeune, parce qu'il a une entrée par les usages, qui provient directement de ses parents. Et par quels usages? Prioritairement, ceux qu'il énonce, ce sont ceux qui ont la plus forte légitimité. Donc ce jeune qui est réflexif sur ses usages, il est membre du pays légal, dirait Bourdieu, et ça, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, vous l'avez montré peut-être sans vouloir le montrer déjà, mais j'ai pu observer une nette surreprésentation dans les verbatims, notamment dans la présentation de Nicole et Valentine, des ados des classes favorisées, qui étaient peut-être les plus à même de s'exprimer sur leur vie privée, discours que vous avez relevés comme étant peut-être les plus intéressants. Oui, mais tout le monde n'est pas apte à s'exprimer de la même façon dessus. Voilà, ce qui rejoint le point également des alternatives. Quelles sont les propositions également d'activités hors ligne, puisqu'on parle du temps d'écran, évidemment, il y a de fortes inégalités sociales liées à ça, mais ça sera évoqué, bien sûr, dans la prochaine table ronde, je pense. Il ne faudra pas empiéter non plus.
Et ça fait 10 minutes, je crois. Donc je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez envie de, vous, participantes, de réagir à ce qui a été exposé, ou est-ce que vous, Yann Brunat, vous avez des questions à poser aux participants de cette table ronde, comme vous êtes prévu dans le rôle du discutant aussi, vous avez le privilège de commencer les questions si vous le souhaitez. Sinon, j'en ai, mais... Écoutez, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, bon, je reste sociologue, donc je ne voudrais pas trop empiéter sur la table ronde suivante qui est plus dans mon milieu d'études, je dirais. Mais est-ce que vous avez, voilà, comme vous avez beaucoup justement de verbatim qui sont liés aux classes, alors parfois intermédiaires, mais surtout aux classes favorisées, est-ce que vous pensez aussi à des verbatim de milieux plus populaires, de milieux moins privilégiés? Est-ce que vous en avez justement liés à la réflexivité autour de la vie privée? C'est vrai que ça m'intéresse beaucoup aussi. Alors, je peux peut-être répondre rapidement sur un point. Je pense qu'il y a un léger biais dans mes diapos parce que j'étais avec, alors pour deux raisons, comme vous l'avez dit Yann, effectivement, moi j'ai un échantillon à 2/3 de classe de jeunes issus de classes favorisées. Mais j'ai aussi l'autre tiers, c'est classe populaire, enfin classe favorisée, intermédiaire, plus. Et j'ai eu tendance à choisir effectivement les propos de mes enquêtés, de mes focus group, hein, parce que j'ai une meilleure appropriation. Mais j'aurais pu citer dans le rapport, je vois Sophie vous a passé une première version d'une publication d'une 30aine de pages. Il y a un peu plus de propos de classe populaire. Donc je pense qu'il y a un premier biais qui est dû dans mes diapos à mon propre échantillon. Mais c'est vrai aussi que ces jeunes des classes favorisées s'expriment très bien, ils ont une très grande réflexivité et en plus, ils profitent à fond de l'entretien qui est aussi un espace de réflexivité, bien sûr, comme vous le savez. Et ils me servent, effectivement, leurs propos me servent aussi à éclairer des propos, des idées, des comportements dont on voit des traces dans les propos des jeunes des classes populaires aussi. Voilà. Donc, par utilité et par biais lié à mon échantillon, enfin, pour mes propres diapos. Mais nous en avons, hein, des propos de classes populaires. Effectivement, enfin sur le terrain lyonnais en tout cas, enfin donc on avait aussi on avait un terrain très qui rentre dans ce qu'on pouvait qualifié de public vulnérable, c'est comment ça va le qualifier, parce qu'on avait un lycée professionnel situé dans la banlieue lyonnaise, à Rieux-la-Pape, qui accueillait beaucoup des allophones, en fait, qui avaient des classes allophones, de nouveaux arrivants. Et donc, effectivement, ce sont des publics avec lesquels les focus group ne se sont pas passés de la même manière, en fait, malgré le même protocole, puisque, effectivement, on avait du mal à peut-être à les faire parler au départ, en tout cas, les faire parler tous. Ils n'avaient pas tous la même compétence aussi pour s'exprimer en français. C'était aussi les entretiens les plus difficiles, les focus group les plus difficiles à retranscrire, puisque on devait réécouter pour bien identifier leurs propos. Je pense que on les a inclus aussi dans les analyses. Et pour cette table ronde, on avait justement, le découpage a fait qu'on avait mis toutes les questions liées aux inégalités dans la table ronde 2 en fait. Donc voilà, c'est juste un découpage un peu. Mais bon, mais on les a intégrés et ça nous pose un vrai souci aussi de épistémologique, éthique, en fait, méthodologique. Comment intégrer cette parole et les silences aussi et dans les résultats finaux. Oui, je l'ai déjà dit un peu nous dans nos résultats. Une des spécificités, c'est sur effectivement des problématiques qui sont différentes. Par exemple, ce sont eux qui ont dans notre public vulnérable, c'est là où on a rencontré le plus d'expériences problématiques et vraiment impactantes. Ça veut dire des gens des élèves qui se sont retrouvés dans des situations de harcèlement ou de demande de rançon et des choses qu'on trouvait pas par ailleurs et qui ont eu besoin d'aide extérieure,
d'assistantes sociales, etc. C'est le seul endroit, nous, on a rencontré des situations très, très, très problématiques, et parce que ce sont des situations différentes, du type le primo-arrivant qui a le malheur à un moment donné de poster une photo de lui avec des copains sur la place Bellecour, et c'est interprété comme la famille restant au pays, comme une démonstration de son aisance financière, voilà. Et après, derrière, il y a demande, voilà, d'envoi d'argent, etc., très précis. Donc des situations qu'on n'a pas incorporées là parce qu'elles sont quand même très très particulières, mais qui du coup vont être, ce que vous dites, la question de la surveillance, la notion de vie privée et de surveillance est très particulière de par ces situations familiales. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'elles aussi, on les a pas forcément mis parce qu'il y a que nous qui nous retrouvions dans ces problématiques-là, en fait, nos élèves à nous. Pardon. En fait, l'accent qu'on voulait mettre, c'est sur le fait que, sans rentrer dans le détail des fonctionnalités utilisées et des habiletés, pour comprendre l'ensemble des enjeux qui se posent autour de la privacy. L'accent qu'on voulait mettre là, c'est sur le fait que tous les jeunes qu'on a rencontrés font attention. Ensuite, et sont conscients des enjeux de leur vie privée. Et ça, on trouvait ça très important face au discours enseignant, éducatif, politique, qui a tendance à englober aussi les jeunes dans un autre sens, en disant ils sont inconscients, c'est pour ça qu'ils sont harcelés, etc. Donc c'est là-dessus qu'on voulait mettre l'accent. Ensuite, ce que nous avons observé, voilà. Ensuite, on a fait un échantillon, ou enfin on a dressé une sorte de catalogue qu'on n'a pas forcément, enfin si, que Valentine a présenté tout à l'heure, de Valentine Favel-Capoyan, donc de l'ensemble des tactiques qui peuvent être mises en œuvre. Ensuite, tous ne mettent pas en œuvre toutes les tactiques, évidemment, et certaines sont plus complexes pour des raisons qu'on va aborder tout à l'heure. Mais quand même de façon positive, dès lors qu'on offrait un espace de réflexivité, y compris dans les classes populaires, on avait des réflexions qui pouvaient être vraiment très intéressantes et très pertinentes, et des débats autour de la vie privée très, très intéressants, et des appropriations aussi, même si le droit à l'image, ça n'est qu'une partie des problèmes, mais voilà, qui pouvaient être présents. Et ensuite, on le développera peut-être un petit peu tout à l'heure, l'importance des formations, c'est-à-dire quand des jeunes, y compris de classe populaire, participent à une classe média, par exemple, eh bien, ils s'emparent d'un certain nombre de problématiques, de la collecte des données, etc., même si c'est pas venu, voilà, par le contexte social, voilà. Donc ça, et donc c'est vrai qu'on a un peu généralisé en disant les jeunes sont conscients, mais je crois que cette montée en généralité, on peut l'assumer. Ensuite, évidemment, il y a des variations dans les habiletés, les compétences, le niveau attentionnel qui va être requis, le niveau d'exposition aussi, parce que ces pratiques-là, comme vous le savez bien, sont ancrées dans des contextes sociaux et culturels. Merci. Peut-être une deuxième question qui est liée voilà, à l'idée d'une charge mentale liée à la protection de la vie privée. Est-ce que vous avez ressenti, est-ce que vous assimileriez finalement ce terme de charge mentale à la pression qui pèse sur les épaules des adolescents aujourd'hui dans leur contrainte à gérer leur vie privée et en même temps répondre à des logiques de socialisation, bien sûr, et d'exposition et des injonctions à l'exposition de soi? Alors, pardon, c'est pas direct. Enfin, en tout cas, concernant les adultes, oui, c'est clairement une charge mentale. La gestion de la vie privée, ça ressort beaucoup dans les entretiens. Pardon, hein, je dérive un peu, mais eux, ils voient, y compris les outils internes hein, des établissements, la possibilité pour les parents de les contacter par mail ou même par téléphone portable, ça arrive, est évidemment mal perçu. Le fait de faire partie de certains groupes classes et d'y voir se développer des conversations
qui mélangent parfois des commentaires même sur les profs. Alors c'est plus une gêne liée à leur conception et on peut les comprendre de ce que doit être la vie privée, mais ils le voient comme une charge mentale et qui empiète sur leur vie personnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est très très fort dans les entretiens adultes, en tout cas en particulier. Mais sur les jeunes... Pour les jeunes, je dirais, c'était moins visible. En tout cas, ils avaient tous des stratégies dans les focus group, qu'ils développaient, qu'ils mettaient en place. Et moi, en tout cas, je n'ai pas trop senti ça avait l'impression d'aller de soi. En fait, je dirais que la charge mentale existe pour ceux qui ont vraiment des choses, j'allais dire, en jeu. Par exemple, je l'ai senti, moi, sur des adolescents qui avaient besoin de s'exprimer, des choses à dire sur des sujets, par exemple. Où là, effectivement, il y avait un contrôle très fort, avec vraiment, j'efface après, j'aurais pas dû, faudrait que je fasse attention à ça. Donc, une vraie charge mentale. Pourquoi ? Parce que je pense à deux jeunes, entre autres, qui avaient des choses à dire et qui avaient envie de prendre part à des sujets. Il y a ça, on l'a vu chez certaines filles aussi, où la charge mentale est plus importante, parce qu'il y avait la pression sociale aussi, parce qu'on leur avait tellement dit fais attention, voilà. Et à l'inverse, pas de charge mentale une fois, je me souviens d'un focus avec Valentina, on a rigolé, où il y en a qui ont dit mais moi il n'y a pas de problème parce que j'ai rien à cacher. On leur disait est-ce que vous parleriez de votre vie affective, et il y en a un qui nous a dit faudrait-il encore que j'en ai une. Voilà, donc c'est pour ça que j'allais dire ça dépend en fait du degré de choses en jeu ou pas, quoi. Merci. Ouais, on va peut-être sinon non, mais c'est toi la chef. C'est toi la chef. Non, mais c'était juste pour répondre sur la notion de charge mentale. En fait, on préfère parler de travail émotionnel que de charge mentale. Travail émotionnel, c'est prendre en compte toute cette capacité à tenir compte des contraintes. Donc, Valentine a dit, finalement, ça paraît fluide de l'extérieur, mais on est bien consciente, en tout cas, que travail émotionnel, il y a le mot travail, et derrière le travail émotionnel, il y a aussi l'analogie à laquelle je tiens beaucoup d'un travail professionnalisant. C'est-à-dire que les adolescents, en s'emparant de tous ces réseaux sociaux, de tous ces comptes, etc., ils sont adultisés complètement et ils sont mis en situation quasi professionnelle. Ça rejoint aussi la notion de digital labor, de travail du clic, voilà. Mais qui n'est pas seulement clic, c'est tout le travail intérieur qui est fait pour être pertinent, compétent dans la manière de se présenter. Donc je préfère utiliser cette notion-là de travail émotionnel qui me semble peut-être plus valorisante et plus juste aussi du fait des enjeux. Je veux dire qu'on le voit aussi avec nos étudiants. Je veux dire, ils considèrent que leur vrai travail, c'est les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus important que d'autres formes de travail qui leur semblent moins, quand ça leur semble moins professionnalisant, je veux dire. Donc voilà. Donc on préfère cette notion-là. Voilà.